Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, pour bouffer d'air, on va vous parler de santé mentale. On va écouter 4 témoignages. J'espère qu'ils vont vous plaire. Sur ce, bonne écoute. Voilà, ça compte. Déjà, merci d'avoir accepté de témoigner. Pas de problème. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement? D'accord. Alors, je m'appelle Loula, j'ai 18 ans, je suis en première année à Sciences Po Paris et j'habite en banlieue parisienne. Voilà. Ok. On va peut-être commencer par des définitions. Donc, par rapport à la santé mentale, déjà, quand on parle de santé mentale, ça t'évoque quoi exactement? Alors, c'est vachement large comme question. La santé mentale, c'est le bien-être psychologique d'une personne, c'est à quel point... En fait, c'est l'équivalent de la santé physique, mais pour la tête d'une personne. Je pense qu'on peut définir ça comme ça. La définition exacte en plus. Donc, est-ce que tu saurais aussi la définition de la dépression? Alors, la dépression est une vraie maladie. C'est une maladie qui doit être diagnostiquée. C'est un état de fatigue émotionnelle et de fatigue émotionnelle. Enfin, c'est un état particulier qu'on traverse psychologiquement pendant une période plus ou moins définie. Je pense, je sais pas, je peux pas dire plus, je suis pas non plus dans des études de médecine, donc voilà. Et justement, par rapport aux études, ça se passe comment au niveau des étudiants en ce moment? Alors, ça dépend pour qui. Moi, comme on peut le voir, j'ai la chance d'avoir une pièce spécialement dans ma maison qui m'est consacrée et pour que je fasse tous mes cours en ligne dans cette pièce-là. Parce que beaucoup de nos cours sont en ligne, que ce soit dans les grandes écoles comme dans les universités basiques. J'ai envie de dire, c'est pas très gentil. Mais ça se passe assez mal pour beaucoup de personnes parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce dans son domicile spécialement pour faire ses études en ligne. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage proche qui habitent à 7 dans un appartement où il y a très peu de chambres. Ils partagent ne serait-ce que leur chambre avec leurs frères et sœurs, donc évidemment avoir une pièce spécialement juste pour faire des études sans même y dormir, c'est inenvisageable pour beaucoup. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui ont possiblement de temps en temps maintenant la possibilité donc de se rendre sur les campus, ce qui peut des fois sembler comme un peu la lumière au bout du tunnel une fois par semaine. Moi, ça n'a pas encore été mon cas depuis la reprise avec Sciences Po, enfin une fois. Et après, c'est qu'une semaine sur deux pour beaucoup d'étudiants, donc ça change pas énormément à leur bien-être psychique. En tout cas, je sais que les écrans à longueur de journée, ça fait clairement du mal physiquement. Et des fois, je pense que le physique a aussi un impact sur le psychologique, et donc forcément, ça fait pas du bien non plus tout le temps d'être sur un écran. Voilà. Et il y a aussi ces derniers temps le hashtag étudiant fantôme du coup. Mmh. Mais t'en penses quoi de tout ça, de cette situation? Je pense que le hashtag, non seulement par le nombre d'utilisateurs de ce hashtag, mais tout simplement par le nom, ça traduit bien la détresse émotionnelle et matérielle de nombreux étudiants. C'est-à-dire que depuis le début de la pandémie, il y a eu quand même une grosse attention qui a été portée aux collégiens, aux lycéens, aux écoles primaires. Est-ce qu'on ouvre les lycées ou les collèges et les écoles? Par contre, les universités, ça passe toujours un peu au second plan. Donc, c'est un peu difficile. Pour moi, en tout cas, je suis pas dans des situations de précarité extrême dont je peux parler parce que du coup ça me concerne pas, mais il y a des étudiants qui ont pas de quoi se nourrir tous les jours parce qu'ils font leurs études à tel nombre de kilomètres de leur famille, donc ils ont un petit studio qu'ils doivent payer pour ne même pas aller à l'université pour suivre des cours en ligne, mais ils n'ont pas de quoi manger. Enfin, c'est très très difficile et on
peut se sentir un peu comme des fantômes, quoi. On se sent un peu abandonné par notre gouvernement. Et donc, forcément, après, il faut traduire cette détresse quelque part. Et donc, le hashtag étudiant fantôme, je pense qu'il fait très bien ça. Et justement, est-ce que t'avais déjà entendu parler de santé mentale avant le confinement, la pandémie Alors, oui, bien sûr, je pense que on a la chance d'être une génération qui est quand même plutôt au courant de ce genre d'enjeu-là, qui n'était pas forcément c'était pas le souci principal peut-être des générations qui nous précèdent, mais en tout cas, maintenant, je sais que dès le collège, j'avais déjà eu des conversations intéressantes sur ce sujet avec des professeurs ou avec des amis. Au lycée, ça s'est vraiment concrétisé et c'est sûr que le coronavirus a énormément exacerbé les discussions autour de la santé mentale. Donc, oui, j'avais déjà entendu parler de la santé mentale et j'en avais déjà discuté beaucoup autour de moi avant tout ce confinement, mais clairement, ça joue un rôle important dans l'accélération de la discussion à propos de ça. Et quand on discute autour de toi, c'est-à-dire tu mets directement le sujet sur le tapis ou bien c'est si quelque chose de précis est arrivé que tu commences à parler de santé mentale Honnêtement, ça part tout simplement de la question la plus bateau qu'on peut poser à ses amis. Salut, ça va? Et non, ça va pas. Ou oui, ça va très bien, ça va mieux. Ou l'inverse, des fois, voilà, ça va pas du tout bien aujourd'hui. Et une des premières fois que j'avais parlé de santé mentale avec quelqu'un, c'était à cause des règles. Parce que je me suis rendu compte avec une amie que en fait les symptômes des règles pouvaient être aussi pas que physiques mais psychologiques et j'ai découvert le terme de dysphorie, je sais plus le nom, dysphorie prémenstruelle, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quelques jours avant d'avoir mes règles, je commençais à pleurer tous les mois. Et du coup, je me suis dit, ça va pas du tout. Et j'en ai parlé avec beaucoup de mes amis. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. C'était un vrai sujet en médecine à aborder. Et donc, ça, c'était par exemple une des fois où on a parlé de santé mentale. Mais des fois, c'est juste tout simplement pourquoi est-ce que tu manges pas ton assiette alors qu'on est affamé depuis 8h du mat et qu'on se retrouve à la cantine et que ma pote mange pas devant moi et que je lui demande pourquoi. Et elle me dit ça va pas trop à la maison, ou voilà, ce genre de choses. Donc c'est comme ça que le sujet de la santé mentale généralement apparaît avec des amis ou des proches. Et puis avec le corona, on en parle beaucoup aussi. Souvent, quand on s'appelle entre étudiants, c'est alors comment tu tiens avec les cours en ligne, pas trop dur, ça va, mon école a fait beaucoup d'efforts et la tienne, enfin voilà quoi, dans des conversations assez basiques finalement. Et est-ce que aussi, par rapport à ça, tu as entendu parler des troubles mentaux en général ou des maladies mentales, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, je pense que, enfin, je sais pas si c'est parce que je traîne beaucoup sur internet ou si c'est parce que j'ai un entourage qui est assez conscient de ce genre de choses, mais en tout cas, oui. Enfin, moi, les troubles mentaux, c'est pas quelque chose qui me sont inconnus en termes de notions. Enfin, je les expérimente pas forcément moi-même, mais en tout cas, j'y accorde de l'importance quand ils me sont amenés, enfin voilà quoi, je sais pas trop comment le dire, mais oui, j'ai déjà entendu parler de troubles mentaux. Et du coup, tu les vois comment ils sont représentés dans les médias d'après toi ou dans les séries même en général, comment on peut voir les formes de santé mentale? C'est archi mal formulé, je sais. Alors, dans les médias, il me semble que c'est plutôt mal vu, en quelque sorte. C'est souvent montré comme quelque chose, une faiblesse. On met souvent la faute sur les victimes, sur les gens qui expérimentent des troubles mentaux, j'ai l'impression, dans les médias. C'est genre, par exemple, la dépression, pour moi, c'est une vraie maladie. Et dans les médias, on peut souvent essayer de blâmer quelqu'un
d'être dépressif, genre oh tu fais rien pour t'en sortir, oh mais il y a plein d'étudiants qui sont soi-disant en dépression, mais ils se rendent pas compte de ce que d'autres personnes peuvent vivre dans le monde. Il y a des écoliers qui peuvent pas aller à l'école parce que c'est la guerre en Syrie. Enfin, ils essayent de comparer des choses d'importance capitale pour nous à des choses d'importance capitale pour le monde entier. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Après, dans les séries ou ce genre de choses, il y a deux possibilités. Soit c'est des séries qui romancent totalement les troubles mentaux. Tout d'un coup, ça devient super tendance d'être dépressif ou d'être bipolaire et ça apporte quelque chose de super romantique à notre vie, ce que je trouve est totalement faux du coup. Soit justement, on porterait très très correctement les troubles mentaux et on montre que en fait c'est pas si facile que ça à vivre tous les jours et que c'est pas si prévisible que ça et qu'on a assez peu de contrôle là-dessus finalement. Enfin par exemple moi je pense à la série Scam, pas la série Scam France, j'ai jamais vu ça, mais Scam Norvège avait très 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 bien illustré le trouble de la bipolarité par exemple et c'était assez justement fait. Maintenant, on va passer aux chiffres. Est-ce que déjà, il y a les 15 et 25 ans qui sont le plus touchés par les troubles psychiatriques et mentaux. Est-ce que du coup, tu trouverais une explication à ce chiffre-là? Pas vraiment. Enfin, oui et non. Une première explication, c'est que je pense que c'est à partir généralement de 15 ans qu'on se rend compte du monde dans lequel on vit. Ça peut entraîner un sacré mal-être chez beaucoup de personnes qui sont conscientes. Après, il y a forcément toute la pression qu'on peut se mettre par rapport à ces années-là de notre vie. Je pense que 15-25 ans, c'est les années où on nous dit le plus, là, tu joues ta vie, c'est à ce moment-là que tu vas décider de ton avenir, de ton futur. Et sur 10 ans, en fait, on te met la charge et la pression de 50 ans que tu as encore à vivre après, voire plus. Et donc forcément, des fois, ça peut être très très conflictuel à l'intérieur de soi. Et puis, il n'y a pas que ça. Après, il n'y a pas que le côté pression scolaire, pression étudiante. Il n'y a pas que le côté je réalise le monde dans lequel on vit. Mais il y a aussi le côté, à partir de 15 ans, généralement, on réalise aussi qui on est à l'intérieur. Et donc, il y a beaucoup de troubles qui peuvent apparaître dans le sens où, des fois, on se découvre une identité sexuelle ou une identité de genre qui n'est pas celle qu'on pensait avoir avant nos 15 ans. Et donc là, on est entre la norme qui nous est imposée par la société et ce qu'on ressent à l'intérieur de nous et qui veut se manifester. Ça peut être très très conflictuel et on peut très très mal le vivre aussi. Donc il y a plein de raisons qui font que oui, c'est à partir de 15 ans souvent, et jusqu'à nos 25 ans, si ce n'est plus, qu'on peut développer des troubles mentaux. En tout cas, selon moi. Et si on revient à toi, du coup, comment tu fais pour entretenir ta santé mentale? Déjà, je sais pas s'il y a une bonne manière d'entretenir sa santé mentale. Je sais même pas si c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment faire, entretenir sa santé mentale. C'est un enjeu qui est assez compliqué. Moi, j'ai jamais étudié la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie. Tout ça, c'est pas forcément des choses que je maîtrise. Donc, à mon échelle, à mon expérience perso, comment j'entretiens ma santé mentale? Quand j'étais collège-lycée, j'entretenais ma santé mentale par ne pas l'entretenir. Je travaillais beaucoup et je faisais que ça. Et du coup, j'avais pas le temps de me poser des questions sur moi-même, sur le monde, ni sur mon état. Du coup, je travaillais. Et puis, généralement, vers fin juin, début juillet, quand il n'y avait plus rien à faire, je me prenais 3-4 jours de j'appellerais pas ça de la dépression, parce que comme on l'a dit, la dépression c'est une vraie maladie mentale, pour moi qui n'a jamais été diagnostiquée, mais voilà, généralement depuis la 6e, autour de début juillet, je me prenais 3 ou 4 grosses journées où je faisais que pleurer. Voilà, et j'ai fait ça pendant tout le collège et tout le lycée, et ça marchait bien.
parce que finalement j'accumulais beaucoup de pression, beaucoup de problèmes que je libérais dans 3-4 jours très très intenses, et puis après je passais des super vacances d'été, et après je revenais, et ben je me sentais bien, et je pouvais recommencer à travailler et faire que travailler, quoi. Après, bien sûr, voir mes amis, même si je travaillais beaucoup, et même si à la fin de l'année j'avais beaucoup à décharger, passer du temps avec des amis proches, voir ma famille, ça m'aide perso parce que j'ai une bonne relation avec les gens, que ce soit ma famille ou mes amis. Et puis maintenant que je suis en supérieur, surtout à la fac, ça peut être à la fois un piège et à la fois un miracle. T'as beaucoup plus de temps. Donc c'est beaucoup plus de temps qui est pour travailler aussi en dehors des cours, ce qu'on ne fait pas tellement collège-lycée, mais c'est plus de temps qui peut aussi être utile de temps en temps pour prendre soin de toi. Et donc moi, notamment depuis le confinement, j'accorde énormément d'importance aux soins de ma peau. J'ai commencé à regarder énormément de vidéos sur YouTube, et donc je me fais des petits masques, je prends 1 heure, 2 heures pour masser ma peau, pour la regarder, pour faire des soins et tout, et c'est un peu ma manière à moi de me retrouver seule avec moi-même, et c'est comme ça que j'essaye de changer mes mauvaises habitudes de santé mentale depuis mon entrée dans le supérieur. Du coup, ta santé mentale, elle passe en partie par ta santé physique au final. Ouais, totalement. Et Et avant, comment? le fait de m'aérer aussi, de sortir de temps en temps, même si c'est juste faire un tour dans la rue pendant 3-4 minutes et après revenir, ça marche aussi pour soigner la santé mentale par la santé physique. Et est-ce que avant qu'il y ait tout ça, à ta rentrée, il y avait des sortes de dispositifs à l'école qui faisaient que vous n'étiez pas que centré sur le travail, mais que vous étiez aussi centré sur d'autres choses et que vous pouvez faire d'autres activités? Alors, j'essaye d'y réfléchir. Au collège, pas tant que ça. Non, au collège, non. Au lycée, j'avais un lycée qui était très très centré sur l'AS, l'association sportive. Donc on avait pas mal de sports disponibles. Moi, ça marche pas. Faire du sport pour m'aider psychologiquement, ça marche pas. J'ai essayé, ça ne le fera pas, mais il y en a pour qui ça marche. Donc c'était plus ou moins un dispositif pour prendre soin de sa santé mentale, je suppose. Encore une fois par la santé physique. Qui avait été mis en place quand j'étais encore au lycée, et c'était le premier confinement en mars 2020. Il y avait eu un système qui avait été mis dans mon lycée, qui est un lycée donc conventionné, un lycée de zone d'éducation prioritaire, même si ça n'existe plus, l'idée est toujours là. En gros, on a un partenariat avec des grandes écoles, notamment avec Polytechnique, et ils avaient mis en place un système pour prévenir le décrochage scolaire, qui était en même temps un bon moyen de prendre soin de sa santé mentale. C'est-à-dire que tous les élèves qu'ils voulaient pouvaient être parrainés par un élève de Polytechnique. Et donc, tu avais un espèce de tuteur qui était un peu plus vieux que toi, mais pas non plus 10 ans de plus que toi, qui pouvait vous pouvez vous appeler autant que vous voulez pendant le confinement. Enfin, on pouvait s'appeler autant qu'on voulait pendant le confinement, etc. Et nous aider pour faire nos devoirs, pour faire de l'approfondissement. Et puis, de manière générale, si tu t'entendais bien avec ton parrain, tu pouvais juste l'appeler et lui dire ça va pas du tout aujourd'hui, j'ai vraiment une grosse déprime. Et ça, c'était un vrai bon truc, je pense. Un bon système. Et du coup, ça a été supprimé dès la fin du confinement. Mais c'était cool. Et puis là, depuis ma rentrée dans le supérieur, il y a un truc à Sciences Po, il y a des activités sportives, mais aussi des activités artistiques, des activités bien-être. Ils appellent vraiment ça bien-être. C'est un mélange sport et mental, quoi. Du coup, de base, elles sont payantes. Par exemple, il y a de la sophrologie, c'est des exercices mentaux et de respiration qui t'aident à relâcher le stress. Il y a de la méditation, il y a du tai chi, il y a du yoga, il y a plein de trucs, vraiment bien-être. En plus des activités physiques et en plus de l'art. Mais avec toute la situation coronavirus, toutes ces activités, elles ont été proposées en double. Donc soit tu peux payer pour les avoir, soit tu peux juste les avoir gratuitement, mais avec un autre prof et sur d'autres créneaux horaires.
Du coup, ça c'est super cool pour le coup parce que par exemple pendant tout le premier semestre de ma scolarité à Sciences Po, j'ai suivi des cours de sophrologie avec une dame qui était super gentille et c'était super relaxant. Donc tous mes mercredis soirs, j'étais là en train de me faire de la sophro pendant 1 heure devant mon PC. C'était génial et c'est vraiment encore une fois une super initiative. Mais après, je sais que c'est pas toutes les universités qui ont le droit à ça. Je sais que c'est clairement parce que je suis dans une grande école et qu'il y a des personnes qui payent pour ça à ma place que j'ai le droit de bénéficier de ça en fait. Donc voilà. Et par rapport enfin, je reviens par rapport à ce que tu m'as dit dans ton lycée. Du coup, ça t'a aidé ou pas cette chose-là pendant le confinement? Moi, trop. En fait, pendant le confinement, en mars, j'étais en train de préparer Sciences Po. J'étais super stressée. Je passais toute ma vie à bosser là-dessus. Et en plus de ça, j'avais totalement décroché avec les cours en ligne. J'avais eu pas mal de mal en tout cas. Dans quelques matières scientifiques où ça devenait vraiment dur parce que j'étais en S à l'époque où ça existait. Et donc en mars, j'étais en S toujours. Et il y avait des notions où j'étais pas forcément forte en sciences et j'arrivais plus à suivre avec les cours en ligne. Et donc, avoir mon petit tuteur polytechnicien, qui est un mec génial d'ailleurs, je pense qu'il verra jamais cette vidéo, mais bon, il s'appelle Grégoire, et il était en première année à l'époque à Polytechnique, et ce mec était juste, mais adorable, on s'appelait assez souvent. En fait, dès que j'avais envie et qu'il était dispo, on s'appelait soit pour faire les devoirs, soit pour me préparer à Sciences Po. Il m'a fait énormément d'euros blancs pour rentrer à Sciences Po, alors que lui-même n'est pas à Sciences Po, tu vois. C'était juste pour me dépanner. Et juste pour discuter, en fait, on passait des fois 30 minutes pour travailler et 45 minutes pour parler de comment ça va dans notre vie. Et ça m'a vraiment, je pense que ça m'a beaucoup, non seulement aidé, mais aussi servi, quoi. Et c'est un mec qui est super sympa et super adorable, et on est toujours en contact maintenant. Donc ça, c'était vraiment un super dispositif. Du coup, on a presque fini. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, du coup, par rapport à la santé mentale en général, un message à faire passer, je sais pas, une dédicace, n'importe quoi? Une dédicace, oula. Non, je crois pas que j'ai forcément une dédicace. Après, un message que peut-être je veux faire passer, c'est que je sais que c'est clairement pas facile pour personne. On a beau être archi favorisé ou archi défavorisé, chacun à son échelle va ressentir forcément du mal-être à un moment de sa vie et surtout à un moment de cette situation sanitaire qu'on est en train de traverser. Donc, juste, il faut savoir, ou en tout cas essayer d'en parler, je pense. Si on va pas bien, ou si on va bien, en parler avec des gens qu'on connaît très bien, que ce soit nos proches dans la famille, que ce soit nos amis, ou que ce soit des professeurs, ou même en parler avec des inconnus en ligne. Voilà, ça peut le faire selon l'âge que vous avez, si vous n'avez pas peur non plus de rencontrer des gens bizarres, mais bon. Tout ça pour dire qu'en parler, c'est déjà une très bonne première étape pour prendre soin de sa santé mentale. Et pour revenir sur la toute première chose que je disais, c'est que chacun va traverser un moment de sa vie des épreuves qui vont être dures à surmonter mentalement. Et donc la meilleure façon d'aider ces gens quand c'est pas vous qui êtes en train de traverser des moments difficiles, c'est de juste pas juger les gens et de toujours être gentil, de toujours être bienveillant. Et je pense que c'est déjà un très bon premier pas aussi dans l'aide à l'autre, si ce n'est à soi-même aussi. Voilà, je crois que c'est tout. C'était pas très incroyable. Non, si, c'était archi bien. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'était archi intéressant, qu'est-ce que tu nous as raconté. Et ouais, merci, quoi. En plus, c'était intéressant d'avoir ton point de vue, parce que comme tu es étudiante, et qu'on parlait beaucoup des étudiants ces derniers temps, ça fait toujours plaisir d'avoir un point de vue interne. Voilà. Oui. Et après aussi, non, dernier truc que j'ai à dire aussi, ne vous énervez pas trop vite pour le gouvernement qui fait des fois n'importe quoi. Entre nous, entre étudiants ou avec nos proches, mais il y a clairement des choses qu'on peut et on est totalement légitime de les reprocher au gouvernement. Hein. Il ne faut pas oublier ça non plus. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Les autres sont disponibles sur le site du lycée. L'article papier aussi est disponible au CDI, dans le journal du lycée. Je vous invite fortement à le lire. Et sur ce,
Merci pour votre confiance et pour votre temps.